Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de m'inviter à présenter quelques résultats sur les champignons. C'est une initiative qui a été menée avec le laboratoire Ecodiv de l'Université de Rouen, l'ONF bien sûr avant, et l'INRA de Nancy, en partenariat avec l'Observatoire mycologique de France et l'Observatoire mycologique et la Société mycologique de France. Donc je vais essayer de réintroduire tout ça par rapport à un contexte général. Hervé en a déjà bien parlé dans son introduction, mais cette étude s'inscrit dans le contexte général suivant, à savoir que la diversité est en lien direct avec le fonctionnement des écosystèmes. Donc c'est une relation qui est bien établie depuis une quinzaine d'années maintenant. Et cette diversité va pouvoir piloter un certain nombre de processus et de fonctionnements qui vont être en lien direct avec la fourniture de services écosystémiques dont les sociétés humaines vont pouvoir tirer bénéfice. Dans l'état actuel des choses, il y a une grande question, c'est de savoir quelles vont être la réponse de la diversité et en sous-jacent les liens avec le fonctionnement vis-à-vis des changements globaux. Donc les activités anthropiques vont pouvoir influencer les facteurs environnementaux qui eux-mêmes vont influencer la diversité et ainsi de suite, processus, fonctionnement et services écosystémiques. Donc dans ce cas-là, la diversité a une réelle valeur indicatrice et prédictive vis-à-vis de ces changements. Si on fait le focus maintenant sur les champignons, c'est des acteurs, donc là, ils font partie des micro-organismes, c'est des acteurs fondamentaux du sol, ils sont présents dans la plupart des écosystèmes et ils assurent des rôles pour la stabilité et le fonctionnement. Donc on donne généralement un rôle dans les processus et fonctions clés, les cycles biogéochimiques. Les champignons participent à tout ce qui est dynamique de la matière organique, de la décomposition notamment, le recyclage des nutriments pour une remise à disposition vis-à-vis des autres organismes, et aussi un rôle dans la structuration des sols. Donc ça, c'est juste quelques fonctions en lien avec les services écosystémiques, parmi lesquels on peut citer les services de production, tout ce qui est régulation des pathogènes, et encore les services de récréation ou alimentaire pour certains, comme ce monsieur. Au niveau des champignons, donc paradoxalement à leur rôle important dans les écosystèmes, c'est un groupe qui est relativement mal connu, et la cause principale, c'est que c'est un groupe très diversifié. Donc on reconnaît plusieurs sources de variation au niveau de cette diversité. La première qu'on peut citer, c'est tout ce qui est diversité en termes de morphologie. Donc on a des organismes, des champignons microscopiques, unicellulaires, à des formes un peu plus communes ou suggestives, avec un sporocarpe, l'appareil de fructification du champignon, avec un pied et un chapeau. La deuxième source de variation qu'on connaît, c'est les modes de vie chez les champignons, la diversité écologique, où on a des champignons qui sont parasites d'autres organismes. On a également des champignons qui vont pouvoir se nourrir de la décomposition, des saprophytes, et on a également des champignons qu'on retrouve en association avec d'autres organismes, les champignons symbiotiques. La troisième source de diversité qu'on reconnaît, c'est la diversité spécifique ou taxonomique. Les chiffres qu'on donne par rapport à la diversité des champignons, c'est environ 80 000 à 120 000 espèces décrites à ce jour, pour un total d'1,5 à 5 millions d'espèces estimées, avec des taux de description de l'ordre de 1200 espèces décrites par an, donc surtout avec les méthodes taxonomiques moléculaires qui apportent une grande résolution en ce moment. Si on fait rapidement les calculs, notre connaissance de la diversité des champignons, ce serait environ 6%. Et si on voulait estimer le temps que ça prendrait pour décrire toute la diversité des champignons, ça nous prendrait 4000 ans. Ce qui est peut-être un peu long. La dernière source de variation
la dernière preuve du fait que c'est un groupe qui est relativement mal connu, c'est l'écologie des communautés. Donc, ce que j'ai essayé de faire ici, avec ce graphique, c'est vous comparer la flore avec les champignons pour les taux de publication annuels relatifs à leur écologie des communautés, avec une combinaison de mots-clés dans les recherches, dans les bases de données scientifiques. Donc là, je ne distingue pas petit papier, gros papier. Ce qu'on observe, c'est que depuis 1963, environ 14 000 publications relatives au sujet de l'écologie des communautés ont été publiées pour la flore, alors que dans le même temps, environ 4 000 publications ont été faites pour les champignons, avec une nette amélioration depuis les années 2000, où on voit que les techniques moléculaires ont pu sûrement améliorer ce taux de publication. Autre chose, c'est que les champignons aussi font face à une différence majeure, c'est au niveau des patrons qui sont plutôt bien établis pour d'autres organismes. Et les patrons chez les micro-organismes tels que les champignons contrastent souvent avec ce qui est bien établi chez d'autres organismes, notamment les relations entre le nombre d'espèces et certaines variables, comme l'altitude ou encore les précipitations annuelles. Si maintenant on s'intéresse à Rhénécophore et les champignons, donc dans sa volonté de compléter les mesures sur les placettes, l'ONF a initié un partenariat avec les sociétés mycologiques et l'Observatoire mycologique en 1996, une initiative d'inventaire sur les champignons dans les placettes. Donc c'est une initiative qu'on pourrait qualifier de relativement pionnière et originale. Ainsi, 2 campagnes d'inventaire ont eu lieu. Un premier essai sur un jeu de 12 placettes entre 1996 et 1998, qui a été l'objet d'une publication dans la série Livre jaune en 2001. Et fort de cette expérience, les campagnes d'inventaire ont été reconduites sur un groupe étendu de placettes entre 2003 et 2007, donc sur 45 autres placettes. Ce qui, au final, constitue 57 placettes qui ont fait l'objet d'inventaires mycologiques, impliquant 58 mycologues, et pour un total de 765 inventaires. Ce qui, dans le réseau, constitue un sous-réseau de placettes, bien sûr, mais ça reste relativement conséquent, notamment pour croiser avec les données d'autres variables permises par le réseau Rhénécophore et tester des hypothèses dans des larges gammes de contextes écologiques, climatiques, biogéographiques, des conditions édaphiques et surtout de peuplement et d'essence. Au niveau des inventaires, la méthodologie employée, donc c'était surtout l'observation macroscopique des champignons au niveau de leur appareil de fructification. Donc j'attire votre attention sur le fait que c'est pas l'élément de base du champignon, l'élément de base du champignon, c'est le mycélium, et l'appareil de fructification, c'est quelque chose qui est relativement éphémère et qui, selon certaines espèces, quelques heures, voire pérenne au niveau d'une année. Donc, pour faire face à cette différence, les échantillonnages ont été répétés plusieurs fois, avec un minimum de 12 fois sur plusieurs années consécutives, ce qui fait 4 relevés par an sur 3 années consécutives. Donc, les inventaires ont surtout été réalisés pour les groupes des basidiomycètes et des ascomycètes, 2 groupes principaux des champignons. Une des principales difficultés rencontrées dans ce travail, c'était, à l'issue des inventaires, c'était l'absence de référentiel taxonomique pour notamment la saisie des données. Donc, ça a été corrigé depuis, avec les apports notamment de Régis Courtecuisse, qui a fait un gros travail sur une base de données uniformisée. Et du coup, pour les relevés qui ont été effectués dans le Rhénécophore, une uniformisation progressive réalisée depuis 2005 par Jean-Luc, si présent. Et moi, je suis intervenu seulement à partir de janvier 2014 pour une phase d'analyse de données lors d'un postdoc ONF, Université de Rouen.
Donc je vais vous présenter maintenant quelques résultats généraux. Donc ça va être très descriptif, pas du tout mécanistique. Et je vais commencer par deux résultats qui illustrent bien le fait que les champignons soient un groupe difficile. Donc, au niveau de ce qui a été recensé en espèces de champignons sur le jeu de placettes, on a une diversité totale de 1600 espèces environ. Et rien que pour le seul groupe des basidiomycètes, le groupe le mieux décrit et le plus souvent rencontré par les spécialistes de champignons, c'est 1300 espèces environ. Donc, ce qui est relativement frappant dans tout ça, c'est la distribution très déséquilibrée du nombre d'espèces en fonction de leur présence dans les placettes. On a au total 43% de ces 16 000 espèces qui ont été vues sur une seule et unique placette sur le jeu de données, ce qui est relativement important, et 16% du total a été vu sur deux placettes. L'espèce la plus présente, elle, a été vue au maximum, donc 88% du temps, ce qui représente 45 placettes. Donc ça a une distribution très déséquilibrée. Et le deuxième résultat assez fort, c'est la similarité entre relevés. Donc là, on a essayé de calculer la similarité entre relevés, donc variant de 0 à 100, sur les relevés qui ont été effectués entre saisons d'une même année et entre les années d'échantillonnage. Donc, ce qui ressort ici de ces histogrammes, c'est la moyenne surtout, où 24% du temps pour l'intra-année et 27% pour l'inter-année d'espèces sont toujours présentes, ce qui est relativement faible, et ce qui veut dire au contraire que les 3/4 des espèces sont des espèces qu'on voit peu souvent. Toutefois, malgré ces deux résultats assez décourageants, on arrive quand même à montrer des patrons de variation à l'échelle du réseau Renécophore en prenant la totalité des placettes. Donc tout d'abord, en termes de richesse, le nombre d'espèces. La première chose qu'on a essayé de regarder, c'est tout bêtement la différence entre types de peuplement. Ce qu'on observe, c'est une différence entre résineux feuillus, avec une richesse en espèces plus importante pour les feuillus comparée aux résineux. Si on zoome un peu plus loin, on arrive également à voir une différence entre essences principales, avec des variations qui diffèrent selon les espèces. Par exemple, le chêne pédonculé est celui qui abrite la plus grande richesse en espèces de champignons, alors que le hêtre ou le sapin pectiné sont les plus variables. À noter ici le Douglas qui, lui, observe la plus faible diversité en nombre d'espèces de champignons. Ensuite, on a essayé de raisonner par rapport aux facteurs environnementaux, lesquels influençaient potentiellement cette richesse. Donc la première chose, c'est qu'on a une absence de relation avec les variables climatiques ou biogéographiques, ce qu'on observe traditionnellement chez d'autres groupes. Donc ici, une absence de relation avec la latitude ou l'altitude, et également une absence de relation avec les variables de peuplement comme la surface terrière et l'âge. Toutefois, donc là on retrouve notre effet du C sur N, on observe une relation avec le C sur N et une diminution de la richesse en espèces de champignons avec une augmentation du rapport C sur N dans les sols. Donc ça, c'est un patron qui est relativement bien décrit chez les micro-organismes sur des échelles un peu plus larges. Maintenant, si on s'intéresse plutôt à la composition des espèces, c'est-à-dire leur identité dans les communautés, on observe également un effet du type de peuplement. Donc pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ces types de représentation, gardez à l'idée que les points représentent les placettes et que celles-ci sont placées les unes par rapport aux autres, par rapport à leur composition en champignons. Et la taille des patates, ça représente la variabilité en espèces dans ces placettes. Donc ici,
on discrimine relativement bien les peuplements de feuillus et de résineux sur la base de leur composition en champignons, avec des diversités relativement peu variables sous feuillus et plus importantes sous résineux. En zoomant encore un petit peu plus, on discrimine aussi relativement bien les essences principales. Le chêne ici est peu variable, le sapin et le pin, eux, le sont un peu plus. Et par contre, on retrouve encore ce Douglas qui se retrouve au centre entre peuplement de résineux et peuplement de feuillus. Donc on pourrait dire que la composition est un peu mixte, et si je voulais aller un petit peu plus loin, dire que c'est le plus feuillu des résineux sur la base de sa composition en champignons. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est de caractériser le côté généraliste ou spécialiste des espèces en utilisant un indice qui ne faisait pas d'a priori sur les variables environnementales. Donc, sur l'indice qu'on a utilisé, on s'est concentré à... l'indice caractérise le généralisme ou le spécialiste des espèces sur la base de la présence des espèces entre elles. Donc une espèce généraliste est plutôt observée avec beaucoup d'espèces dont l'identité va varier souvent, alors qu'une espèce spécialiste, elle, va être retrouvée avec peu d'espèces et dont l'identité est toujours la même. Donc ça nous a permis de calculer un indice moyen en fonction des différentes essences, et ce qui est assez commun avec peut-être un artefact aussi d'analyse, mais on retrouve des espèces qui sont beaucoup plus spécialistes sous peuplement de feuillus, au contraire des espèces plus généralistes sous peuplement de résineux. À noter encore également la position intermédiaire du Douglas. Donc là, il y a une faute sur mon diaporama. C'est les moins spécialistes des feuillus, les espèces de champignons les moins spécialistes de feuillus et les moins généralistes de résineux. Ensuite, on a essayé de regarder par rapport au mode de vie des champignons. On a distingué que les ectomycorhiziens étaient en moyenne plus généralistes par rapport aux champignons saprophytes qui eux étaient plus spécialistes. Maintenant, et ça va être le dernier résultat, on a essayé de regarder si cette composition variait avec d'autres facteurs environnementaux. Donc, on a utilisé le set de facteurs disponibles avec René Coffort. Je vais vous passer la représentation, mais par contre, à l'issue des sélections de variables dans les modèles, on met en évidence l'importance des facteurs locaux édaphiques et de peuplement et certaines variables biogéographiques. Donc par ordre de décroissance d'importance, on trouve un effet principal du type de résineux feuillu, ça j'en ai déjà parlé, mais également un effet du taux de saturation des sols, de l'altitude, des précipitations annuelles, moyennes, le pH, la latitude, des dépôts, le C sur N et la surface terrière et des dépôts azotés. Pour conclure, donc, malgré que ce soit un groupe relativement difficile, on met en évidence avec ce jeu de données des variations à large échelle, donc surtout avec des inventaires sur sporocarpes, donc c'est pas la meilleure méthode non plus pour évaluer la diversité, mais cette méthode-là, quand elle est utilisée sur des larges échelles, permet quand même de voir des variations. On met en évidence également un effet principal du type de peuplement et des essences. Et là où j'attire votre attention, c'est que ces résultats constituent bien plus que des simples listes d'espèces. C'est la base pour suivre la réponse des communautés, en soulignant donc l'importance des facteurs locaux, ce qui apporte des outils de réflexion pour la gestion et le choix des essences dans le contexte des changements climatiques, et également du coup une importance des facteurs climatiques. Donc là, j'avais fait le choix de illustrer pour la perspective du réseau sur les champignons, de coller la carte de prédiction. Donc je ne fais pas de lobbying pour un type de modèle non plus, mais je souhaitais montrer qu'il y avait quand même un trou sur le dispositif pour le suivi des champignons et que peut-être que dans une perspective à venir, ce serait bien de compléter sur des sites où il y a des disparitions potentielles des espèces.
Pour terminer, l'apport original de René Cofford dans ses résultats, je vais faire une réponse un peu triviale, mais c'est cette étude elle-même qui est originale, en associant le travail des mycologues, des scientifiques et des gestionnaires. Tout ça pour constituer un jeu de données assez rare en écologie, des champignons, constitué de plusieurs groupes trophiques, nous permettant de tester différentes hypothèses dans des contextes écologiques variés. Donc, si on fait un petit tour rapide de la bibliographie, moi je ne suis pas mycologue à la base, mais en faisant un peu de biblio, on voit que l'effet essence et peuplement est assez bien décrit. Par contre, il est souvent peu testé à la fois sur les 3 points suivants, à savoir des échelles relativement larges, une diversité d'essences importante, supérieure à 5, comprenant à la fois des peuplements de résineux et feuillus, et sur des groupes trophiques de champignons, à la fois saprophytes et mycorhiziens ensemble. Un dernier mot pour remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail, de près ou de loin, et merci à vous pour votre attention.